Bonjour à toutes et à tous. Dans le courant de l'année 2020, un groupe d'amis, dont plusieurs élus sortants, ont décidé de réactiver l'association Les Amis du Vieux Canet, AVC. En sommeil depuis quelques années, de reprendre le flambeau et de continuer à tracer le formidable sillon creusé pendant plus de 50 ans. L'acronyme AVC semblant anachronique, l'association a été rebaptisée Les Amis du patrimoine canétois et méditerranéen, APCM. Depuis lors, notre association, soutenue par la commune de Canet-en-Roussillon, dont le maire est féru de patrimoine, a ambitionné de créer des outils nouveaux afin de valoriser les sites exceptionnels du vieux village. À côté de conférences, de sorties à thème, de voyages, d'éditions de livres, de co-organisation des journées de la catalanité et européenne du patrimoine, l'association a réalisé un film sur les ports oubliés de notre littoral, notamment subventionné par la région, et surtout créé des outils nouveaux. 2 dépliants pour visiter en toute autonomie le château vicomtal de Canet et son église Saint-Jacques, au moyen de QR codes donnant accès à des vidéos conçues, filmées et montées en interne. Un livret historique, ludique et pédagogique sur Canet, destiné aux enfants de 7 ans à 77 ans, conçu en interne avec le concours d'une équipe dynamique de jeunes femmes professionnelles de Montpellier. C'est ce que je vous propose de découvrir aujourd'hui en compagnie d'Hélène Legret, que tout le monde connaît, et de Julie Marchand, co-autrice du livret historique, qui vont, toutes les deux, animer cette présentation. Je vous souhaite un bon moment de partage. Auparavant, écoutons notre maire nous parler du patrimoine canétois. Nous sommes le vendredi 27 octobre 2023 et je suis très heureux de vous retrouver pour ce nouveau numéro. Aujourd'hui, je veux vous parler de l'histoire de notre ville, l'histoire avec un grand H. Saviez-vous par exemple que nous avons retrouvé des traces d'une présence celte ici à Canet-en-Roussillon sur le site où nous nous trouvons, c'est-à-dire le château des seigneurs de Canet, il y a plus de 3000 ans. Saviez-vous que nous avons retrouvé des traces 100 ans avant Jésus-Christ, l'an moins 100, d'une présence romaine, et nous avons notamment des vestiges d'une villa romaine sur la colline des Loisirs. Savez-vous que, à l'époque, le gouffre, il n'y avait pas de port, mais le gouffre de Canet-en-Roussillon servait pour accueillir les bateaux qui faisaient commerce entre la Méditerranée et Ruscino, qui était la capitale roussillonnaise de l'Empire romain. Et ce commerce se faisait d'abord et surtout avec Narbonne, la Rome française. Les premières traces d'un village constitué à Canet remontent au Xe siècle. Et depuis, notre ville a connu un essor plus ou moins florissant, d'abord sous le royaume des rois d'Aragon, puis à travers le royaume des rois de Majorque, et en 1659, notre ville est devenue française avec le traité des Pyrénées. C'est durant cette période que nous avons eu le privilège d'accueillir l'empereur du Saint-Empire romain germanique, l'empereur Sigismund, qui a séjourné en 1415 quelques jours ici à Canet-en-Roussillon. Si vous ne connaissez pas l'histoire de notre ville ou si vous êtes curieux de la découvrir, je vous invite à lire les nombreux ouvrages édités par les APCM, l'Association du patrimoine canétois et méditerranéen. Cette association est très importante parce qu'elle participe à travers ses actions à la fois à valoriser le patrimoine de Canet, mais surtout d'en préserver sa mémoire. Les APCM rassemblent de nombreux bénévoles passionnés. Cette association est active dans de nombreux domaines. Elle organise des sorties découvertes, des ateliers de généalogie, des visites accompagnées à l'attention des visiteurs et porte les journées européennes du patrimoine. Connaître l'histoire du lieu où l'on vit est essentiel. Nous partageons des racines, nous sommes les héritiers d'une histoire et notre devoir est de la préserver. Grâce aux APCM, grâce à Robert Sau, Francis Clic et Gisèle Guéraud, un livret, ce livret, a été édité le mois dernier.
Il explique l'histoire de notre ville et est accessible aux enfants. Et c'est la raison pour laquelle il sera distribué dans les classes de CM des écoles de Canet-en-Roussillon très prochainement. Vous pourrez également l'acheter au local de l'association des APCM qui se trouve face au château médiéval et dans certains commerces de la ville. L'association a également réalisé des vidéos. À l'instar d'un Stéphane Bern au meilleur de sa forme, vous y retrouverez Robert Saut qui vous contera les trésors que recèle à la fois notre château, mais également notre église. Et ces QR codes peuvent être également scannés sur des flyers et des documents qui sont à votre disposition à l'Office du tourisme, au local des APCM et dans certains commerces de notre ville. Et très bientôt, vous pourrez également scanner ces QR codes sur les différents monuments de notre ville, ainsi que très bientôt sur Wikipédia, qui recensera l'ensemble des vidéos qui ont été réalisées par l'association. Je terminerai par remercier tous les bénévoles des APCM pour ce travail formidable qui a été réalisé, parce qu'ils participent à la fois à la valorisation du patrimoine de notre ville, mais surtout à la sauvegarde de notre histoire commune. Et maintenant, dans la continuité de la vidéo de Stéphane, notre maire, je vous propose de visionner 2 vidéos sur les 15 que nous avons tournées et qui figurent sur les dépliants qui permettent de visiter nos 2 sites emblématiques que sont le château et l'église en parfaite autonomie. Et commençons par le puits à glace. Nous sommes devant l'entrée du puits à glace du château de Canet. C'est une des parties les plus intéressantes de ce site, avec la motte castrale bien entendu, la tour citerne et l'église Saint-Martin qui date du XIe siècle. Ce puits à glace a été construit en 1688. Il était destiné à recueillir la glace qui était vendue aux habitants de Canet depuis le printemps jusqu'à l'automne. Et cette glace était recueillie soit au bas du château, dans la partie basse du château, au nord du ruisseau du Moulin, dans des bassins qui avaient été spécialement creusés afin de recevoir de l'eau qui gelait en hiver, et dès que cette eau était gelée, on a entreposé la glace ainsi obtenue dans le puits. Nous nous trouvons maintenant sur la coupole qui couvre le puits, après avoir quitté l'entrée de ce même puits et le couloir coudé qui permettait d'accéder au niveau de la glace. Donc ce puits a été creusé à l'ombre de la chapelle Saint-Martin pour bien sûr profiter de cette ombre et éviter une fonte trop rapide de la glace. C'est un puits cylindrique d'environ un peu plus de 8 mètres de profondeur pour un peu plus de 6 mètres de diamètre. La coupole est percée de 2 orifices. Au bas de la coupole, nous avons l'orifice de chargement par lequel on introduisait, on remplissait le puits, et au-dessus, vous avez un orifice qui permettait l'aération et qui permettait également de donner un peu de luminosité à l'intérieur du puits. Cette glace, je l'ai dit tout à l'heure, provenait soit de bassins creusés sur la partie plate à la base du château, au pied du château, et également d'un puits qui se trouvait à Perpignan, le puits de M. Mazard, qui alimentait le puits de Canet lorsque la glace venait à être insuffisante. On faisait donc appel à ce marchand en gros de glace qui lui-même se fournissait
auprès des puits à glace qui étaient creusés à la base au pied du Canigou et qui étaient remplis de neige dès les premières chutes de neige donc sur le massif. Cette neige était entreposée dans ces puits et puis au fur et à mesure elle se transformait en glace et cette glace était ensuite distribuée aux grossistes et aux tenanciers qui exploitaient les puits à glace de la plaine. Le puits à glace de Canet est intéressant parce que c'est un des mieux conservés de notre département. Il est en parfait état et demain il pourrait fonctionner comme il avait fonctionné au moment de sa construction au XVIIe siècle. Je voudrais préciser maintenant une des utilisations de cette glace par les taverniers de la commune de Canet. Ils achetaient cette glace, mais ils n'avaient pas le droit de s'en servir pour rafraîchir les boissons. Ils n'avaient le droit d'utiliser que de l'eau de fonte. La destination de la glace était beaucoup plus noble, en quelque sorte. Elle était surtout destinée à fabriquer, par exemple, des sorbets, qui étaient très appréciés au XVIIe siècle. Et ils avaient également une fonction, quitte à me répéter, une fonction thérapeutique pour faire baisser la fièvre, qui était assez importante à Canet, dans la mesure où, à cette époque-là, on avait abandonné l'exploitation des salins et à la place de ces salins, il y avait autour de l'étang des marécages qui provoquaient des fièvres de type paludisme qui faisaient beaucoup de victimes à Canet. Et un des remèdes pour combattre le paludisme qui était employé à cette époque-là, pour faire tomber la fièvre, c'était la glace. Ici, à ma droite, se trouve une poterne qui a été creusée dans le mur d'enceinte du château à l'époque où on construisait le puits. Il faut savoir que le tenancier de ce puits avait le droit de vendre au public du vin frais. Et pourquoi a-t-il exigé que cette poterne soit percée ici? C'est que les ouvriers agricoles qui à l'époque travaillaient dans la plaine, dans la salanque que nous avons ici au nord du château, ces ouvriers rentraient dans la commune, une fois leur travail terminé, par les portes d'enceinte. Il y en avait 3, et ces portes d'enceinte étaient situées assez loin de ce puits. Ce qui fait qu'ils avaient, grâce à cette poterne, la possibilité de rentrer dans la commune en empruntant celle-ci, et ils se trouvaient juste à proximité de ce débit de boissons dans lequel, avant de rentrer chez eux, ils pouvaient boire un petit coup de vin frais, mais rafraîchi, non pas avec la glace, mais avec l'eau de fonte. Car, je le répète, les distributeurs de boissons fraîches n'avaient le droit d'utiliser que l'eau de fonte, mais pas la glace elle-même. Nous sommes devant le petit trésor de l'église Saint-Jacques de Canet, qui contient quelques pièces très intéressantes, et notamment cette Vierge romane du XIIIe siècle qui a été offerte à notre église il y a une vingtaine d'années et qui est très intéressante. On voit donc cette Vierge assise sur son trône et tenant le Christ sur ses genoux. Elle a été abîmée par le temps et par les hommes, il faut le dire, et vous remarquerez qu'il lui manque les bras entre lesquels elle tenait Jésus. Autre chose intéressante à dire sur cette Vierge, elle est assise sur un trône dont le dos est orné du blason catalan Sanqueor.
ce qui est relativement rare et ce qui peut laisser supposer que cette Vierge protégeait là où elle était le pays catalan en quelque sorte. Deuxième objet intéressant, c'est ce mortier qui provient de l'hospice de Canet. C'est un mortier du XIIIe siècle qui était dans l'infirmerie de l'hospice, cette infirmerie qui soignait les malades de Canet et qui soignait également les pèlerins fatigués et malades qui débarquaient sur notre plage et qui de là gagnaient Perpignan et puis qui, à travers la Cerdagne, rejoignaient les chemins de Saint-Jacques-de-Compostelle au nord de l'Espagne. Et ce mortier, vous remarquerez que ses faces sont ornées de représentations religieuses, un ange ici, une croix sur une autre face, comme si ces représentations religieuses ajoutaient un pouvoir supplémentaire aux remèdes que l'on fabriquait, que l'on préparait dans ce mortier. Voici maintenant la tête de Saint Jacques en bois. C'était celle de notre saint patron qui se trouvait au centre d'un rétable baroque. Et ce rétable baroque du XVIIe siècle a été détruit au moment de la Révolution française, en 1794, au moment où tout le mobilier de notre église a été arraché des chapelles et du maître-autel, a été entassé sur la place de l'église et on y a mis le feu. Quelques rares objets ont échappé aux flammes, dont cette tête du Saint-Jacques qui a été recueillie par une famille pieuse du village et qui a été offerte, qui a été rendue plutôt à l'église de Canet par cette famille, et c'est tout ce qui nous reste du maître-autel baroque du XVIIe siècle qui ornait notre église. Autre objet intéressant de notre petit trésor, cette croix reliquaire qui contient en son centre des morceaux de la vraie croix que un seigneur de Canet du XIIIe siècle, Guillaume, a rapporté de Palestine, là où il avait participé à une croisade, et revenant de la croisade, il avait offert à l'église Saint-Martin de Canet, qui était la chapelle de son château. Il avait donc offert à sa chapelle ces morceaux, ces fragments de la vraie croix, qui avaient été plus tard, au XIVe, XVe siècle, enfermés dans cette croix reliquaire en argent confectionnée par des orfèvres de Perpignan. Quelques minutes d'attention. Alors, je suis le maire de Canet-en-Roussillon et aujourd'hui, je suis accompagné
de Catherine Gay, qui est élue, adjointe, déléguée aux affaires scolaires. Je suis accompagné de Marc Benassis, qui est premier adjoint, mais qui représente aujourd'hui la Fondation PLA et vous en parlera un petit peu tout à l'heure. Et puis, je suis également accompagné avec les représentants de l'association du patrimoine canétois et méditerranéen, Francis Clic, qui est le président de l'association, et Robert Sau, qui est un expert historique de l'histoire de Canet-en-Roussillon. Je présente le livre que l'on va vous offrir et il faudra en prendre bien soin parce que vous êtes au CE2, c'est bien ça? Oui. Donc, vous devrez vous en servir pour étudier, pour apprendre l'histoire de Canet et pour savoir les monuments que l'on peut y trouver. C'est quoi le château rouge, celui-là, là? C'est le clocher de l'église de Canet-Village. Je ne vais pas anticiper vos questions parce que maintenant on va se faire le plaisir de répondre à toutes les questions que vous allez nous poser. Mais je voulais vous dire que si nous avons demandé à l'illustratrice de nous dessiner des lions, et notamment de représenter Galdric par un petit lion, c'est tout simplement parce que, au travers de l'histoire de Canet, eh bien, sur les blasons des barons et vicomtes, puis même actuellement au niveau de notre commune, eh bien, il y a un lion dans les emblèmes, dans les blasons de Canet. Et voilà, comme ça, c'est terminé. Voici le livre historique, pédagogique sur Canet-en-Roussillon, destiné aux enfants de 7 à 77 ans. Voilà. Regardez comme c'est original. Je vais tourner quelques pages. Regardez, voilà. Le mot du maire, ça paraît logique. Regardez les illustrations basées sur évidemment le petit lion Galdric. Regardez la chronologie qui, bien entendu, est respectée à la lettre grâce au concours de notre historien local, Robert Sau, qui, évidemment, a passé énormément de temps avec nous de manière à respecter l'histoire de Canet. Vous allez avoir l'occasion, bien